Il y a plus de 500 millions d'années, la vie a explosé sur la planète. En l'espace d'un instant, les océans se sont retrouvés grouillant d'une multitude d'espèces animales des plus étonnantes. C'est comme un univers de science-fiction. On ne sait jamais ce qu'on va trouver. C'est excellent, excellent. Qui étaient ces créatures fantastiques? Qu'est-ce qui avait provoqué leur soudaine apparition? Et quelle allait être leur influence sur la planète? Nous contemplons l'aube de la vie animale, les racines de notre monde actuel. Du plus impressionnant au plus modeste, ces héros méconnus vont modifier le cours de la vie sur Terre. Certaines de ces créatures vont même jusqu'à agir sur le climat de notre planète pour permettre à tout un ensemble d'êtres d'évoluer. Nous devons garder à l'esprit le fait que nous sommes tributaires de la diversité des animaux qui nous entourent. Nous allons découvrir ensemble certains des plus étranges organismes que la nature ait jamais conçus. Des animaux qui ont modifié la planète et le cours de la fabrique de la vie. Quand l'horloge de la vie animale s'est mise en marche, la vie sur Terre était rudimentaire, sédentaire et tranquille. Puis, en un éclair, tout a changé. Il y a plus de 500 millions d'années, des créatures fantastiques sont apparues qui semblaient venues de nulle part. Au regard du passé géologique de notre planète, l'arrivée de ces animaux s'est faite en un clin d'œil. Mais cet instant a été déterminant dans l'évolution de la vie sur Terre. Des Collins a consacré sa carrière à pourchasser ces créatures qui ont changé le monde. Sa quête l'a entraîné des plus hauts sommets montagneux aux déserts les plus arides. Mais le défi que s'est lancé Des Collins ne consiste pas uniquement à se maintenir en forme. En tant que paléontologue, il souhaite remonter dans le passé, à l'époque où tout a commencé. En scrutant les plus sombres recoins de l'histoire de la vie animale, Des Collins tente de faire toute la lumière sur un très ancien mystère. Au Muséum royal de l'Ontario, situé à Toronto, Des Collins dispose pour son travail d'une mine de fragments provenant d'époques très anciennes. Des fragments qui nous révèlent un monde jusqu'alors inconnu. Il y en a de bien meilleurs par là. Voici la pince d'un grand prédateur. Elle ressort beaucoup mieux. Ces fossiles découverts au sommet des montagnes rocheuses canadiennes sont autant de pièces d'un puzzle relatant l'histoire des débuts de la vie sur Terre. Le site sur lequel je travaille porte le nom de Burgess Shale. C'est un site très célèbre qui a été découvert aux alentours de 1909. Le nombre de fossiles répertoriés s'élève à plusieurs dizaines de milliers. La première personne qui a commencé à les récolter là-bas dans l'Ouest, dans le Canada occidental, en a récolté environ 65 000 spécimens en 5 saisons. Des créatures étranges et presque irréelles ont été découvertes dans le Burgess Shale. Elles vivaient il y a plus de 500 millions d'années au Cambrien, soit 8 fois plus tôt que les derniers dinosaures.
Mais ce qui est encore plus étonnant que leur ancienneté, c'est la façon dont ces étranges animaux ont fait leur apparition. Il semble qu'ils aient surgi tout d'un coup dans tous les océans de la planète. Les marques de cet événement exceptionnel ne sont pas uniquement gravées dans les seules rocheuses canadiennes. Des sites similaires ont été découverts tout autour de la planète. Cette extraordinaire explosion de vie animale a été surnommée l'explosion cambrienne. Rares sont les fossiles représentant un animal entier. C'est pourquoi les scientifiques essaient de reconstituer morceau par morceau ces très anciennes créatures. On ne sait jamais vraiment ce que l'on va découvrir. Ce qui est passionnant, c'est de trouver une chose totalement différente, de se dire « je n'ai jamais rien vu de tel ». Mais ce qui peut être encore plus excitant, en tout cas en ce qui me concerne, c'est de trouver ce que je recherche. Je dispose de quelques morceaux de quelque chose, comme les pièces d'un puzzle, donc je sais qu'il existe un animal qui possède cette structure spécifique ou qui a telle apparence. Je veux trouver un animal entièrement reconstitué. J'ai toujours en mémoire ces moments où on finit par obtenir un résultat, mais qui n'est pas celui attendu. C'est un peu comme poser la dernière pièce d'un puzzle. Reconstituer une seule créature à partir de différents fossiles demande souvent des années de travail au cours desquelles les faux départs sont fréquents. C'est une longue succession de tâtonnements, comme ce fut le cas pour Des Collins, parti à la recherche d'un prédateur dénommé Anomalocaris. On peut voir l'œil, on peut voir la queue, les 6 fragments de la queue ici. Anomalocaris a été décrit pour la première fois il y a plus d'une centaine d'années, en 1887. Il reposait sur cette pince qui ressemble au corps d'une crevette. On pensait qu'il lui manquait une tête, mais qu'il possédait des pattes. Alors que certains scientifiques confondent une pince avec une ancienne crevette, d'autres aussi se méprennent. À cause de ces marques circulaires, ils le considèrent comme un spécimen disparu de méduse. De nouvelles découvertes renvoient dos à dos ces deux théories qui s'avèrent foncièrement erronées. Ce que certains voyaient comme deux animaux différents étaient en réalité deux parties d'une seule et même créature, Anomalocaris. Ce que nous pensions être le corps d'une crevette était en fait une pince, et ce que nous pensions être une méduse était la mâchoire de cet étrange animal. Cette illustration, parue en 1942 dans la revue du National Geographic, représente exactement l'idée erronée que les scientifiques se faisaient de l'Anomalocaris. Les paléontologues peuvent s'appuyer sur les fossiles pour énoncer des théories, mais peu d'entre elles sont immuables. Nous avons depuis reconstitué un spécimen complet d'Anomalocaris. Voici les pinces. On ne voit pas les mâchoires parce qu'il est vu par en dessous, mais on voit ici l'animal en entier avec les parties de sa carapace qui lui permettaient de nager et sa queue. On a donc une très bonne idée générale. On a la queue et on a la tête de ce à quoi doit ressembler un Anomalocaris. Voici une représentation de l'animal dans son intégralité. C'est le plus grand prédateur découvert sur le site de Burgess Shale. Voici les mâchoires méduses, rien à voir avec une méduse. Le corps de la crevette, qui sont les pinces. Et si vous regardez ça comparé à la pince que nous avons ici, c'est grandeur nature. Ces créatures étaient aussi grosses que ça. Nous possédons même des pinces 2 fois plus grosses. On peut donc supposer que l'Anomalocaris pouvait mesurer jusqu'à 1 mètre, 1,20 m de long. Comparé à tous les autres animaux vivants à cette époque, c'était le plus grand prédateur. Il a fallu plus d'une centaine d'années pour découvrir à quoi ressemblait cet animal, depuis le premier fragment qui a été en notre possession. Et tous les scientifiques qui ont travaillé pendant 100 ans sur ce matériel se sont trompés. C'est pourquoi je ne suis pas rassuré quand je travaille sur ce type de fossile, particulièrement si j'ai un élément qui semble appartenir à un tout et que je ne peux pas le rapprocher d'une créature vivante actuellement. Quand j'essaie de faire des rapprochements, il y a beaucoup de chances pour que je me trompe. C'est un peu comme essayer de placer la queue de l'âne, sauf que l'on ignore si c'est une queue ou même si c'est un âne. Une chose est certaine en ce qui concerne les animaux tels que l'Anomalocaris, c'est qu'ils ont marqué une étape charnière de l'évolution de la vie sur Terre. S'il nous était donné de remonter dans le temps, avant l'apparition des poissons, avant que des créatures complexes ne sillonnent les océans et avant l'explosion cambrienne, nous ne trouverions que des créatures extrêmement rudimentaires. L'évolution de la vie s'est faite de manière assez lente. Les éponges, des organismes semblables à des fleurs,
et des animaux aux allures de vers aplatis dominaient le monde aquatique. Puis, l'évolution a pris un virage brutal. Subitement, de merveilleuses nouvelles formes de vie ont envahi les océans. Aïchéaïa, un ver aquatique, était un organisme étonnamment complexe et d'une grande mobilité. Pour survivre, il fallait pouvoir se nourrir. Les océans étaient devenus un monde de chasseurs et de proies. Le Cambrien était une époque pleine de dangers. Même dans un monde d'une telle sauvagerie, l'Anomalocaris a su résister. Rien n'égalait sa taille et sa capacité à tuer. Attrapant sa proie à l'aide de ses deux très puissantes pinces antérieures, c'était un chasseur rapide et sans pitié. Un autre prédateur féroce, situé juste au-dessous dans la chaîne alimentaire, hantait lui aussi les océans. L'Opinabia possédait 5 yeux sur le dessus de la tête et de redoutables pinces pour prendre au piège les faibles et les étourdis. Pour échapper à de tels prédateurs, les animaux ont mis au point de nouvelles défenses. Le Canadia, une créature semblable à un ver, arborait des soies destinées à assurer sa protection et réparties tout le long de son corps. Armure indispensable pour un animal se déplaçant lentement. Le Vivaxia, qui glissait lui aussi au fond de l'océan, dépendait de la protection de ses longues épines. Qu'est-ce qui a provoqué cette phénoménale éruption de vie? Et quelle influence ces étonnantes créatures ont-elles eue sur la planète? De nombreuses hypothèses ont été avancées, qui sont toutes de bonnes hypothèses. Elles incluent de nombreuses théories. Par exemple, une révolution génétique se serait produite. La révolution génétique du Cambrien n'aurait jamais eu lieu sans les premiers animaux de la Terre, les éponges. Elles existent depuis des millions d'années, et elles ont mis au point la façon dont les cellules interagissent pour concevoir un animal. Ce premier pas a été vital pour engendrer tous les animaux qui ont suivi. Les éponges ont inventé des cellules types, et les éponges ont conçu la capacité des cellules à collaborer. Les cellules ont appris à fabriquer des ensembles multicellulaires, elles ont appris à se différencier et à communiquer les unes avec les autres. Les éponges ne possèdent pas vraiment de tissu, elles ne bougent pas et ne ressemblent pas vraiment à un animal. Bâtissant à partir de la structure cellulaire conçue par les éponges, les cnidaires aux allures de fleurs ont été les premiers animaux à développer une fonction révolutionnaire, la mobilité. Ils ont inventé les tissus, la bouche, les nerfs, les muscles. Ils ont conçu la capacité de se mouvoir et de faire toutes les choses que nous considérons comme étant du domaine animal. Et finalement, la vie a évolué dans une direction totalement nouvelle avec l'apparition des animaux aux allures de vers aplatis. Ce sont les premières créatures à avoir incarné le schéma génétique d'un chasseur dans son ensemble, avec une tête et un cerveau primitifs situés à proximité des organes sensoriels. Une fois ce schéma rudimentaire établi, d'innombrables variations ont été déclinées. Mais avoir atteint le seuil critique d'une certaine complexité génétique n'est qu'un des facteurs qui a déclenché l'explosion cambrienne. Une autre théorie veut que les animaux aient évolué. Ils étaient de petite taille. Il s'est produit une modification écologique. Peut-être le niveau d'oxygène s'est-il élevé. Résultat, les animaux ont pu grandir. Une troisième possibilité pour expliquer l'explosion cambrienne est ce que j'appellerais une course aux armements. Certains animaux ont appris à devenir des prédateurs et ont commencé à tuer les autres. Simultanément à l'explosion a débuté la course aux armements, parce qu'il vaut mieux éviter d'être mangé et qu'il est plus avantageux d'être celui qui mange.
Cette course aux armements n'a jamais cessé dans le monde animal. Sa forme évolue constamment, mais elle est toujours cruellement d'actualité. Je pense en fait que toutes ces explications contiennent une partie de la vérité quant à ce qui a déclenché l'explosion cambrienne. Ce qui est peut-être encore plus surprenant dans les traces fossilisées de l'explosion cambrienne, c'est ce qui s'y reflète. De nos jours, pratiquement toutes les créatures vivant sur Terre ont quelque chose en commun avec ces animaux qui ont laissé ces empreintes. Même si les espèces qui sont apparues lors de l'explosion cambrienne se sont toutes éteintes, certains animaux contemporains font preuve d'une étrange ressemblance avec ces lointains ancêtres. Un groupe de fossiles cambriens ressemble d'une manière saisissante aux actuels cténophores. Les cténophores et leurs ancêtres cambriens ont en commun un trait unique dans le monde animal, des nageoires vivantes. Ces nageoires constituées de fines mèches, appelées cilia, propulsent gracieusement les cténophores dans l'eau, faisant des mouvements de ces organismes un spectacle lumineux unique en son genre. Bien entendu, aucune créature ressemblant de près ou de loin à un éléphant n'existait il y a 500 millions d'années. Mais c'est néanmoins à cette époque-là qu'a été ébauché le schéma de base de ces respectables créatures. L'ébauche de l'éléphant, la répartition de ses masses musculaires, son squelette, son cerveau et son épine dorsale, était déjà présent chez le minuscule Pikaia. Pourtant, il est difficile d'imaginer une créature à ce point différente d'un éléphant. Le Pikaia nageait dans les océans et mesurait seulement quelques centimètres. Mais son plan d'organisation corporelle va se transmettre aux poissons, aux amphibiens, aux reptiles, aux oiseaux et aux mammifères. Les éléphants eux-mêmes descendent de cette très ancienne structure. Une chose étonnante en ce qui concerne le monde animal depuis le Cambrien, c'est qu'il n'y a environ que 35 plans d'organisation ou schémas corporels de base, bien qu'il existe des millions d'espèces de nos jours, comme ce fut le cas à n'importe quelle époque. Et ces schémas se retrouvent absolument partout, des insectes aux baleines, chez les animaux qui vivent dans l'eau, chez ceux qui rampent sous terre, chez ceux qui vivent dans les récifs de corail, chez ceux qui nagent dans les océans, même chez les animaux de l'Antarctique. Toutes ces espèces sont construites à partir de l'un de ces 35 plans d'organisation. C'est comme si la nature avait dévoilé les schémas essentiels de la vie en un seul élan évolutif. Chaque nouvelle forme de vie qui apparaît n'est qu'une variation de l'un de ces thèmes. Ces nouvelles structures corporelles n'étaient que le commencement. Au fur et à mesure que les animaux ont grandi et sont devenus plus complexes, ils ont introduit sur la scène de la vie de nouveaux comportements plus élaborés. Bataille acharnée pour la conquête de territoire, lutte désespérée, grande migration et même coopération. Les comportements que nous tenons pour acquis de nos jours sont tous apparus au Cambrien. Et depuis cette période, chaque animal vivant sur Terre possède sa propre histoire. Les scientifiques qui cherchent à remonter toujours plus loin dans le passé rencontrent souvent des formes de vie familières, mais en découvrent parfois d'autres beaucoup plus mystérieuses. Et certaines d'entre elles, parmi les plus surprenantes, correspondent à des créatures simples et discrètes, apparues lors de l'explosion cambrienne. Parmi celles-ci se trouve un groupe généralement sous-estimé, qui a façonné le destin de la planète. Qui
Quiconque déciderait d'observer avec attention des êtres apparemment aussi insignifiants que les vers serait étonné par l'incroyable variété des annélides. Les scientifiques en ont recensé plus de 15 000 espèces. Aux yeux de Damnet McHugh, chacune d'entre elles est exceptionnelle. Les vers possèdent souvent des couleurs chatoyantes. Ils se déplacent en océan. Ils ont tellement de formes différentes, qui sont toutes élégantes et étranges. Je suis fascinée par ces caractéristiques. Je trouve leur diversité totalement étonnante. Selon Damnet McHugh, la façon dont les annélides ont colonisé la planète est elle aussi tout à fait surprenante. Les annélides se sont adaptés à un grand nombre d'habitats très différents. La vase, les substrats des roches dures, les mers profondes, la zone intertidale. Les vers ont maîtrisé leur habitat par de nombreux moyens. Les vers ont prospéré dans les endroits les plus surprenants pour peu qu'il y ait eu une infime possibilité de vie. Cette étoile de mer est un prédateur qui se dissimule au fond des océans. Mais elle est aussi le refuge d'une ingénieuse créature. Enfoui parmi les ventouses de l'étoile de mer, un pic-assiette a pris ses quartiers. Ce polynoé survit et prospère en se faisant prendre en stop par les étoiles de mer et en leur dérobant des petits morceaux de leur nourriture. D'autres vers ont établi leur demeure dans des environnements beaucoup plus hostiles. Au plus profond des océans, très loin de l'énergie du soleil, ces vestimentifères baignent dans les produits chimiques délétères qui jaillissent des fumeurs des sources hydrothermales. Leurs branchies écarlates sont colorées par le sang qui transporte les produits chimiques jusqu'aux bactéries qui vivent dans leur corps. Cette surprenante association permet aux vers de croître de plus d'1 mètre par an. La découverte dans les années 1970 de ces audacieux géants a provoqué des remous à l'intérieur de la communauté scientifique. La taille et l'abondance de ces vers sont très impressionnantes, de même que leur capacité à survivre dans un environnement tellement hostile et leur façon de se déplacer d'un fumeur à un autre, leur manière de migrer ou de se disperser parmi ces habitats. Toutes ces choses ont fait que je me suis passionnée pour les annélides, leur remarquable ténacité et leur importance dans les écosystèmes, même quand il s'agit d'écosystèmes inhabituels et exceptionnels, comme dans le cas des fumeurs des sources hydrothermales. En s'adaptant à pratiquement tous les environnements de la planète, les vers ont évolué dans d'étonnantes directions. Ce qui a toute l'apparence d'une fleur est en fait la tête d'un ver. Pendant que le reste de son corps demeure dissimulé dans les profondeurs, la tête éclot et filtre la nourriture contenue dans l'eau. La sabelle a elle aussi développé des moyens de survie extrêmement sophistiqués.
Chacun de ces appendices est équipé d'un œil lui permettant de détecter le danger. De tous les vers vivant dans la mer, l'un des plus fascinants est le térébélien. Mes vers préférés sont les térébéliens. Ils vivent dans des tubes et la seule chose que l'on peut apercevoir, c'est l'orifice du tube à la surface de la vase. On les appelle les vers spaghettis à cause de leurs tentacules blancs, très longs et extensibles qui sortent des sédiments. Ces tentacules présentent des sillons. À l'aide de leurs tentacules, ils ramassent des particules, les ramènent vers leur bouche et là, ils trient les particules selon leur taille. Certaines d'entre elles seront utilisées pour la construction des tubes, mais la majorité permettra aux vers de s'alimenter. En général, tout ce qu'on peut donc voir de ce ver, ce sont ces tentacules blancs extensibles qui ressemblent à des spaghettis sur le fond de l'océan. Et parfois, on peut apercevoir le buisson frisé rouge brillant des branchies qui leur permettent de respirer. Alors que certains annélides sont très beaux et étonnants, d'autres mènent ce que beaucoup considèrent comme une existence de damnés. Malgré une apparence innocente, ne vous fiez pas à cette petite créature. Elle se nourrit de sang. Ce ver est une sangsue. Les sangsues. Ces animaux ne sont pas très appréciés en général, à cause de leur réputation de suceurs de sang. Se faufilant dans les eaux, les sangsues sillonnent les étangs et les marécages en quête de leur prochain repas. Ce sont des animaux rusés qui chassent avec une efficacité sanguinaire. Parfois, de malheureuses victimes viennent à elles, s'offrant en proie facile. Rampant le long de sa victime sans se faire remarquer, la sangsue cherche un endroit sensible et gorgé de sang auquel s'accrocher. Les sangsues ont mis au point les moyens de dissimuler leur morsure agressive. Les sangsues fabriquent un anesthésique qu'elles injectent à leurs victimes et qui leur permet de leur sucer le sang sans se faire remarquer. C'est une manière très efficace de se nourrir. Cette sangsue possède 3 mâchoires saillantes qui se plantent dans la chair et lui permettent de se repaître. Elle peut absorber une quantité de sang équivalente à 10 fois son poids. À un moment donné, la sangsue est tellement gorgée de sang qu'elle a à peine la force de se déplacer. Elle peut maintenant vivre plusieurs mois sans se nourrir. Cependant, malgré toute la répulsion qu'elles éveillent en nous, certaines sangsues font d'excellents parents. Celle-ci élève une portée d'une vingtaine de petits pelotonnés au creux d'un espace spécialement conçu sur son ventre. Si certains annélides procurent un refuge à leur progéniture, d'autres sont de remarquables bâtisseurs. À marée basse, cette baie découvre une large étendue de vase,
une demeure idéale pour de nombreux vers marins. Il y a de petits tas de boue gris à la surface parce que les vers repoussent la boue en creusant, après l'avoir ingérée en profondeur. Les vers marins, comme les annélides, ont une grande influence sur les communautés au sein desquelles ils vivent. En tant que chasseurs et vers fouisseurs, mais aussi en tant que bâtisseurs d'avant-garde, ils aident à façonner la structure même de l'écosystème. L'un des bâtisseurs les plus brillants sur ce genre de terrain est un ver appelé Eunicien. Le fond boueux de cet estuaire est criblé de ces innombrables demeures. Il devrait maintenant y avoir une profusion de tubes dans lesquels vivent les vers. Il peut y en avoir plusieurs milliers au mètre carré, ce qui en quelque sorte stabilise l'habitat boueux. Les vers tubicoles fournissent un habitat moins précaire et plus solide à d'autres organismes. Les tubes d'Eunicien agissent comme des racines qui stabilisent les sédiments qui, dans le cas contraire, seraient mouvants. La façon dont ils construisent leurs tubes tient du miracle. Chaque ver sécrète dans des glandes situées à l'arrière de sa tête une matière ressemblant à de la colle. Agglutinés entre eux, des grains de sable, des morceaux de coquillages et d'algues forment une demeure solide que l'on considère à tort comme étant rudimentaire. Protégé par son tube, le ver s'allonge pour atteindre sa nourriture. Ici, un morceau d'algue. Lorsque la mer se retire, le ver se replie dans son refuge. L'insaisissable ver que Damnette McHugh et ses étudiants recherchent aujourd'hui n'est pas un ver tubicole. Ouvrez l'œil, on devrait en trouver rapidement car ils sont très nombreux à cet endroit. Au lieu de bâtir, ils creusent des tunnels. Au cours des siècles, des vers comme celui-ci ont remué la terre à perte de vue, héros méconnus d'un processus de sauvegarde. Leur forme varie, c'est pourquoi on ne les verra pas forcément du premier coup. Bravo! Il y en a un autre juste à côté de lui. Un très beau spécimen. Mangeant, creusant des tunnels et produisant des détritus sans cesse, des vers tels que ceux que Damnette McHugh étudie ont sans doute contribué à sauver la planète d'une ère glaciaire. Allons-y. Creusons tout droit à quelques centimètres de l'orifice. Avec un peu de chance, il va se fendre en deux. Et voilà. Non, il ne s'est pas fendu. Mais nous pouvons quand même l'attraper. Vous voyez le ver? C'est très bien. Bingo! Mais cette créature aux allures modestes, un ver fouisseur marin dénommé arénicole, a l'air bien ordinaire. Mais lorsqu'ils ont fait leur apparition, les vers tels que l'arénicole ont marqué une étape charnière pour toute la vie animale. Ils ont participé à l'élaboration d'un monde nouveau dans lequel d'autres créatures se sont aventurées. Au Cambrien, la compétition était féroce au fond des océans, mais une frontière n'a jamais été franchie. Peu d'animaux ont creusé les sédiments en profondeur pour établir leur domicile au sein de la Terre. Certains animaux se sont ancrés au fond de la mer. D'autres, tels que le picaya, nageaient dans les fonds marins. Les tout premiers vers, à l'instar du canadia, se nourrissaient en se déplaçant à la surface des sédiments. Mais le plan d'organisation du corps des annélides allait très vite engendrer de nouveaux pionniers. Tous ceux qui leur ont succédé jusqu'à aujourd'hui ont hérité de leurs ancêtres cambriens leur capacité à creuser des tunnels. Le ver pompe l'eau à travers la galerie. Pour l'aider à forer dans la terre et les sédiments, l'arénicole dispose d'une autre arme,
une puissante trompe rétractile. L'arénicole est une espèce de machine vivante qui trace son chemin dans le sous-sol. Son corps est parfaitement adapté à sa vie de mineur. Comme la plupart de ses congénères annélides, l'arénicole dispose de branchies plissées qui lui permettent de respirer. La coordination du travail de son système musculaire tout le long de son corps engendre de puissantes contractions qui le propulsent au cœur des sédiments. Il ne faut pas croire que le fait de creuser des tunnels est un acte anodin. Les conséquences de cette activité sur notre planète sont capitales. Sans les vers, la Terre serait très différente de ce qu'elle est et beaucoup moins accueillante. Avant l'explosion cambrienne, la Terre a été pendant de longues périodes recouverte de neige et de glace. À certaines époques, la surface de la planète était même enfermée dans une croûte glacée, mesurant environ 1 km d'épaisseur. Puis, comme par miracle, l'ère glaciaire a finalement relâché son emprise. La Terre n'allait plus jamais connaître une époque glaciaire totale. Les modestes vers ont été les protagonistes de cet événement, les héros qui ont contribué à transformer le monde. Cette histoire a débuté il y a des milliards d'années. Depuis que la vie a pris ses quartiers dans les océans, les détritus des organismes vivants et les corps pourrissants de ceux qui succombaient se sont amoncelés au fond de la mer. Plus ce matériel s'accumulait, plus de riches substances nutritives se retrouvaient prisonnières des sédiments. Quand les annélides et d'autres animaux se sont mis à creuser, ils ont grandement activé le processus de recyclage de ces précieuses ressources, transformant le carbone en gaz carbonique. Ce gaz s'est accumulé dans l'atmosphère où il a formé une chape protectrice autour de la Terre, permettant de retenir la chaleur du Soleil. Il en est résulté une révolution. Le climat de la planète s'est stabilisé, devenant plus propice à la vie. Depuis l'explosion des formes animales et suite aux effets du creusage, du dégagement de gaz carbonique et de la libération de la Terre de son enveloppe glaciaire, nous n'avons plus jamais connu une époque aussi froide d'une telle ampleur. Un tel phénomène ne s'est jamais reproduit. Tout comme les vers marins ont pu modifier le climat, les actuels vers terrestres ont eu une profonde influence sur la planète. C'est juste au pied de la colline que j'aimerais essayer. La terre est noire, riche et humide, bien retournée par les vers. Vous la voyez là-bas ? Aujourd'hui, Damnette McHugh est en quête du lombric, plus communément appelé ver de terre. Ce sont les jardiniers les plus talentueux de la nature. Partout où ils sont présents, les plantes s'épanouissent. Ils creusent très profondément si la terre est sèche. Ils peuvent creuser un bon bout de chemin. En voilà un. Vous pouvez l'attraper? Le voici. Les vers de terre creusent et ingèrent la terre. C'est la source de leur alimentation. Ils transforment la nourriture et la défèquent à l'autre extrémité de leur corps, l'extrémité postérieure. Les vers, en creusant le sol, aèrent intensément la terre.
Ils permettent à l'oxygène de pénétrer par leurs galeries. Les vers de terre peuvent vivre jusqu'à 7 ans. Certaines espèces peuvent mesurer 6 mètres de long. Leur corps cylindrique rudimentaire est capable de les pousser, de les tirer et de les faire glisser dans n'importe quel recoin ou lézarde. À chacun de leurs mouvements, ils creusent assidûment en profondeur. Les vers de terre semblent ne jamais se reposer. Si toute la terre qu'ils ont retournée était entassée, elle formerait une montagne de 500 km de haut, soit presque 50 fois la hauteur de l'Everest. En creusant, ils modifient les substances nutritives tout en recyclant leur habitat. Ces sources d'alimentation sont contenues dans les débris à la surface des sédiments ou de la terre. Les vers emportent ces débris de feuilles sous terre et les recyclent dans leur tube digestif. Ils libèrent ainsi de nombreux éléments indispensables aux autres organismes vivant dans le sol. Ils accélèrent notablement le processus de pourriture des feuilles en les transformant dans leur tube digestif. De la terre au climat, les annélides ont contribué à rendre la planète verdoyante et hospitalière. Ils ont permis à la vie d'éclore et laissé à jamais leur empreinte sur toute la surface du globe. Tout a débuté il y a plus de 500 millions d'années, lorsque l'explosion de la vie animale s'est produite sur la planète. À première vue, les créatures qui ont fait leur apparition semblent venues d'un autre monde. L'une des choses les plus extraordinaires dans cette explosion est la diversité des formes de vie. Certains de ces tout premiers animaux sont vraiment bizarres. Mais en reconstituant ces anciennes créatures, en assemblant les pièces du puzzle, nous sommes surpris de découvrir les ancêtres des animaux qui de nos jours dominent le monde. Les plans d'organisation corporelle de base sont apparus lors de l'explosion cambrienne. Ce sont les schémas des animaux actuels. Les animaux sont différents, mais tous les schémas de base datent du Cambrien. Nous sommes les héritiers de ces schémas. Cette grande diversité animale incarne la richesse et la beauté de la vie. Cette mosaïque étonnante dans laquelle chaque créature joue un rôle capital. Même des héros insoupçonnés, comme les vers de terre. Nous devons avoir conscience que nous sommes tributaires de créatures comme les vers ou les annélides. Nous dépendons de leur diversité. Nous dépendons du rôle qu'ils jouent dans l'écosystème terrestre et marin.
Nous devons nous considérer comme les garants de la grande diversité animale qui nous entoure. Mais nous devons aussi nous souvenir que nous ne sommes pas les maîtres de cette diversité. En fait, nous sommes tributaires de tous les animaux qui nous entourent, y compris des plus petits vers.